Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur la TFM à la une ce samedi. Décès de l'ancien ministre des Sports, Youssou Ndiaye. Il a aussi été président du Conseil constitutionnel et très actif dans quelques disciplines. À suivre les témoignages de ses anciens collègues et de ses proches. La levée du corps et l'enterrement se sont déroulés à Saint-Louis. Le virus du Covid-19 en mode de transmission accélérée. Ces dernières 24 heures, 1366 nouveaux malades ont été recensés. Un record. À quelques jours de la Tabaski, les inquiétudes sont grandes. Reportage dans une gare routière. Et sachez que la mosquée omarienne sera fermée le jour de l'Eïd. Un différend entre un élève et son professeur d'anglais dégénère au lycée de Sangué à Thiès. L'adolescent en classe de 5e a blessé l'enseignant à l'aide d'une pierre. Son portable a été confisqué alors qu'il écoutait de la musique pendant le cours. Dans ce journal, à la découverte de la reine de Sipo, une île de la commune de Toubacouta, Fatou Mané, âgée de 95 ans, a beaucoup contribué au rayonnement de la culture et du tourisme dans le delta du Saloum. En sport, le stade de Mbour et Niary Tally sont relégués en Ligue 2. Djambar va représenter le Sénégal à la Coupe CAF. D'autres actualités à suivre avec Cher Sadbou Djarar. Le Sénégal vient de perdre un homme au parcours et aux qualités exceptionnelles. Youssou Ndiaye, ancien ministre des Sports et ancien président du Conseil constitutionnel, est décédé aujourd'hui. Ceux qui l'ont connu et côtoyé témoignent de son sérieux et de son professionnalisme. Pape Farending et Mohamed Dieng. Un homme d'un commerce facile, un juge émérite, malgré son visage renfrogné. Le président Youssouf Ndiaye était un véritable homme d'État, témoignent ses anciens collaborateurs. Il a laissé donc le souvenir d'un très grand footballeur, mais aussi il nous a laissé le souvenir d'un grand magistrat, parce qu'il a gravi tous les échelons de la magistrature jusqu'à devenir premier président du Conseil constitutionnel, avant que Maître Wade ne le nomme, après la campagne de 2002, ministre d'État, ministre des Sports. Et de loin, vous percevez le juge fermé, inaccessible, à la limite associable. Mais de près, vous découvrez un homme humble, d'un commerce agréable, franc, affable, à la limite même timide. Et j'ai constaté qu'en Conseil des ministres, il ne prenait la parole que pour parler utile, mais de façon concise et brève. Grand sportif de carrière, un rassembleur, témoigne l'ancien ministre des Sports en 2002, qui avait passé le témoin à l'époque aux défunts. J'ai pu vraiment le côtoyer, j'ai pu le connaître beaucoup mieux. Un homme très courtois, un homme très généreux, un homme très affable. Vraiment, il a travaillé avec nous, il a vraiment donné de lui-même. Pour Souleymane Ndéné Ndiaye, le Sénégal vient de perdre un digne fils avec des valeurs inestimables. De lui, le souvenir d'un homme très sérieux, d'un homme très attaché à sa famille, parce qu'il était la synthèse de deux familles. Sa maman saint-louisienne, son père Saloum Saloum. Donc il était partagé entre les valeurs d'hospitalité qui caractérisent les Saint-Louisiens et d'ouverture, mais aussi les valeurs de Djom qui caractérisent les Saloum Saloum. Donc tonton Youssou, comme je l'appelais affectueusement, était un homme ouvert. Il était très ouvert et il était aussi serviable. Président Youssou Ndiaye était membre du CIO de 2002 à 2008, président commission d'éthique de 2015 à 2017, a été inhumé ce samedi à Saint-Louis, où il vivait après sa retraite. La levée du corps a eu lieu à l'hôpital régional de Saint-Louis. Un sportif, un homme de droit s'en est allé. Youssou Ndiaye aura consacré toute sa vie à la préservation des valeurs cardinales de notre société. Voici quelques témoignages au micro de Ousseynou Diop et Habib Seck à Saint-Louis. Amadou se fait empêcher, absent du territoire, Saïd c'est là parmi nous, mais que je dis que
j'ai le regret d'apprendre le décès de cet illustre homme qui est M. Youssou Ndiaye, un grand sportif, un grand homme de droit. Il a construit le centre Marc Sankalé qui est à Dakar avec le professeur Moustapha Sow. Voulant toujours améliorer la santé des diabétiques, si aujourd'hui le produit qui est vital et indispensable dans la vie des diabétiques de type 1 est moins cher dans la sous-région, c'est grâce à Youssou Ndiaye, parce qu'ici au Sénégal, les diabétiques achètent ce produit à moins de 1000 francs, alors qu'ailleurs c'est plus de 2500. On a cheminé pendant des années difficiles. Ça fait 40 et quelques années que nous sommes ensemble. Il était le président du tribunal de première instance de Dakar. Et je le côtoyais. On m'avait affecté à côté de lui. J'assurais sa sécurité. Mais au-delà de sa sécurité, c'était une famille. Des témoignages recueillis à Saint-Louis. Un bilan quotidien jamais atteint depuis le début de la pandémie de Covid-19. 1366 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures et 5 personnes ont perdu la vie. Alors faut-il craindre le pire à l'approche de la Tabaski? Depuis plusieurs jours déjà, les cas communautaires sont beaucoup plus élevés que les cas contacts. Al-Hassan Ba a fait une analyse. 1366 cas positifs, un chiffre jamais atteint en une journée depuis le début de la pandémie au Sénégal. Un taux de 31,85%. L'heure est grave. La vitesse de transmission du virus surprend plus d'un et interpelle tout un chacun. L'ennemi a muté, changé de tenue de guerre et est devenu puissant. Sur les 3815 tests réalisés, 441 sont des cas contacts et 925 issus de la transmission communautaire. Et sur les 1366 cas positifs, la région de Dakar enregistre 751 cas positifs. Elle est donc l'épicentre de la pandémie. 448 pour le département, 163 pour le département de Rufisque, 63 pour le département de Keur-Massar, 57 pour le département de Pikine et 20 pour le département de Guédiawaye. Les autres régions ont enregistré au total 174 cas, 41 à Thiès, 15 à Popenguine et Tivaouane, 12 à Touba, 10 à Dara, 9 à Mbour, 7 à Kaolack et Linguère, 6 à Fatick et Sali, 4 à Pété et Ziguinchor, 3 à Darou Mousti, Diourbel, Matam, Pout, Saint-Louis et Tchadiaye, 2 à Mbaké, Ngaparou, Pire, Sokone et Vélingara, 1 à Aïrelaou, Bignona, Bunkiling, Guinguinéo, Louga, Mboro, Nianing, Patar, Saraya et Somon. 153 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 43 127 au total, 29 cas graves en réanimation. 5 décès enregistrés hier vendredi, 1214 au total. 6032 malades sont sous traitement. Cette situation qui est devenue critique et risque de l'être davantage avec la Tabaski qui se profile à l'horizon. Surtout que le taux de vaccination est encore très faible. À ce jour, 605 384 personnes ont reçu leur dose. Aucune restriction et rares sont ceux qui se l'imposent dans la rue, dans les transports ou chez eux. Et ceux qui devaient être les premiers à montrer le bon exemple sont les premiers à fouler aux pieds les gestes barrières, comme le dit le Wolof Balanganenam Nefa. À ce rythme, le pire est à craindre. La lutte est devenue individuelle. Chaque Sénégalaise ou Sénégalais est responsable envers soi-même et envers la communauté. Et nos reporters se sont rendus à la gare routière Dakar-Bignona qui se trouve à Grand-Yoff. Sur place, des transporteurs assurent prendre des dispositions pour éviter la propagation du virus. Malgré cela, il est difficile de voir la majorité des passagers respecter les mesures barrières. Marcel Farba-Maroun et Mardien. Une gare routière très prisée, surtout en cette période marquée par les préparatifs de la fête de la Tabaski. Ici, à Grand-Yoff, dans cet endroit communément appelé garage Dakar-Bignona, l'affluence est considérable, ce malgré l'explosion des cas de Covid-19. Les transporteurs, eux, ont pris leurs dispositions pour éviter une multiplication encore plus fulgurante des cas positifs. Presque 11 000 masques. Nous avons distribué presque 11 000 masques. Pour chaque partie de la gare, soit 11 au total, nous avons distribué 1000 masques. À part ça, nous sensibilisons les clients. Mais chacun doit prendre ses responsabilités par rapport à la situation sanitaire actuelle.
On fait comme d'habitude. Chaque client porte son masque, utilise du gel hydroalcoolique. Nous sommes bien organisés avec les clients. Même constat pour certains clients qui font tout pour éviter la propagation de l'épidémie de Covid-19. Cependant, difficile pour la majorité de respecter ces mesures. Nous devons davantage nous protéger parce que depuis tout à l'heure, je vois de grandes affluences. Concernant les mesures barrières, les gens ne les respectent pas. On voit juste quelques voyageurs se conformer. Et depuis un certain temps, les cas ne cessent d'augmenter. Chaque bus mis à la disposition des populations a une capacité maximale de 70 places, respectée selon ses transporteurs. Et pour faire partie des privilégiés qui vont regagner l'autre partie du pays pour l'Aïd el-Kébir, il faut s'y prendre à l'avance. Depuis presque le mois de juin. Ceux qui veulent voyager ont commencé à réserver depuis la mi-juin. Depuis qu'on sait que la Tabaski sera célébrée à partir du 21 juillet, c'est comme ça qu'on s'organise, que ce soit le premier, deuxième ou troisième bus. Ici, le dernier bus quittera le 19 juillet. Lundi, le 19. Rappelons que les bus qui prennent départ de ce lieu desservent plusieurs secteurs de la région de la Casamance tels que Ziguinchor, Niaguis, Adéane, Goudomp, Simbandi Balante, Diatakunda, Sam ou encore Yarang. En raison de la crise sanitaire, le calife Thierno Madani Tall informe les fidèles que la prière de la Tabaski n'aura pas lieu à la mosquée omarienne. Le calife invite ainsi les fidèles à effectuer la prière chez eux. Et selon l'OMS, le nombre de décès liés au variant Delta a atteint 43% en une semaine sur le continent africain. Une forte hausse qui pousse des pays à se confiner. Le Rwanda, avec une explosion de cas, a commencé ce samedi. Cette même situation est notée dans d'autres pays. Le récit de Dissa Prera. Jusqu'à présent, le Rwanda était l'un des champions dans la lutte face au Covid-19. Mais avec la nouvelle donne, le pays va dès ce samedi 17 juillet se remettre au reconfinement presque total. Les bureaux et écoles seront fermés, les transports publics aux arrêts et seules 15 personnes seront autorisées lors des enterrements. En effet, Kigali fait face à une explosion de Delta. Une flambée des cas aussi constatée dans plusieurs autres pays du continent ces dernières semaines. L'OMS estime que le nombre de décès liés au Covid est passé de 6 273 cas à 4 384 cas en une semaine, soit une progression de 43%. Des chiffres largement sous-estimés selon les experts. Depuis son apparition, le variant Delta est détecté dans 21 pays d'Afrique. Et c'est l'Afrique du Sud, la Tunisie, l'Ouganda et en Zambie où il a fait plus de morts. Face à la récurrente pénurie d'oxygène, de lits en soins intensifs et une faille dans la couverture vaccinale, la mortalité risque inexorablement de grimper. Aujourd'hui, seuls 8 millions d'Africains ont été vaccinés. Une situation due à la méfiance des populations, de la rupture des approvisionnements, mais aussi de la défaillance du système de solidarité COVAX. Sur 500 millions de doses prévues, seuls 100 millions ont été livrées. COVAX a vu son rythme d'approvisionnement se réduire considérablement au moment de l'emballement de la troisième vague. L'Inde, le principal fournisseur, a décidé tout simplement de bloquer ses exportations. Par ailleurs, sur 3,5 milliards d'injections réalisées dans le monde, seuls 1% ont bénéficié aux Africains. Mais au dernier sommet du G7, 1 milliard de doses ont été promis à l'Afrique. En attendant, Sinopharm et Sinovac vont dans l'immédiat donner 110 millions de doses à l'Afrique. Johnson & Johnson, Moderna et Pfizer, eux aussi ont promis 25 millions de doses. Un geste salué, mais c'est comme une goutte dans l'eau au regard du nombre de personnes à vacciner sur le continent africain. Et voici une révolution dans le domaine de la médecine, la chirurgie mini-invasive, une technique qui permet aux chirurgiens d'atteindre sa cible au centimètre près avec des outils adaptés et un système d'imagerie vidéo. Désormais, les patients pourront en bénéficier dans des hôpitaux du pays. À Diourbel, des malades ont découvert cette chirurgie mini-invasive grâce à un camp organisé à l'hôpital Heinrich Luc Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye. Un concept qui est nouveau du XXIe siècle, qui est la chirurgie mini-invasive. Un nouveau système qui a révolutionné la chirurgie de par son intervention dans le corps humain, révèle
le professeur Elisario. Les conventionnels qui remportent une grande blessure abdominale, la plupart des fois, c'est la grande douleur, la possibilité d'avoir des infections parce qu'on ouvre la panse abdominale, qui c'est comme la défense de tous les organes qui sont là-dedans. Et après, sa douleur fait qu'on ne peut pas respirer spécialement bien, alors il y a une restriction, il peut avoir, si le malade est faible, des complications respiratoires comme des insuffisances ventilatoires et des graves problèmes pulmonaires. Alors, ça c'est la chirurgie conventionnelle. Un chirurgie minimale invasive, il y a des tout petits trous auxquels il y a un qui nous permet d'introduire une caméra de télévision de haute définition et voir parfaitement tout ce qu'il y a dans l'abdomen. Cette nouvelle forme de chirurgie permet aussi aux patients de faire des économies assez importantes dans sa prise en charge. C'est une aubaine pour les populations, mais également pour les structures de santé, parce que c'est un système gagnant-gagnant. Le patient, il gagne et les structures de santé également y gagnent. Au Sénégal, ce module est déjà introduit dans la formation des médecins à l'UCAD, révèle le professeur Ibrahima Ka. Il était à Diourbel dans le cadre d'un camp chirurgical gratuit offert par le directeur de l'hôpital régional. Nous vous en parlions tout au début de ce journal. Cet incident survenu au lycée Sangué de Thiès. Un professeur d'anglais a été blessé par un élève en classe de 5e. Comme vous le voyez sur ces images, l'adolescent Maodo Malik John lui a jeté une pierre à la tête. Tout a commencé quand le professeur Amadi Diawara a confisqué le téléphone de l'élève qui écoutait de la musique en plein cours. Une dispute a éclaté après que le concerné est revenu accompagné de son grand frère. Celui-ci a même tenu des propos déplacés à l'endroit de l'enseignant en présence du censeur, et c'est le professeur d'anglais blessé que vous voyez sur cette image. Des travailleurs de la RTS mettent en place un nouveau syndicat pour combattre l'iniquité entre la maison mère et les stations régionales. Ils se sont donc retrouvés à Kaolack pour en parler, et contrairement au syndicat déjà existant, le syndicat des professionnels de l'audiovisuel public va regrouper tout agent de la RTS qui le désire sans distinction. Ibrahima Diamé et Faligay à Kaolack. Dans les studios de la RTS Kaolack, ces agents de la radio-télévision sénégalaise venus de toutes les stations régionales ont porté sur les fonds baptismaux ce syndicat qui a la particularité de regrouper sans distinction tous les travailleurs de la chaîne publique nationale. C'est un syndicat qui a la particularité de regrouper tous les corps de métier, sans exception, de la RTS. Pour ne pas les citer, il y a un syndicat qui est là pour les chauffeurs, les gardiens, etc. Il y a un autre syndicat qui ne regroupe que les agents de programme, les journalistes et les techniciens. L'objectif du syndicat, c'est naturellement de se battre pour l'amélioration des conditions sociales et de travail de tous les agents, mais surtout de combattre l'inéquité qu'ils disent avoir constatée dans le traitement entre les éléments de la station mère et ceux des stations régionales. C'est un syndicat qui a la particularité de regrouper tous les corps de métier, sans exception, de la RTS. Pour ne pas les citer, il y a un syndicat qui est là pour les chauffeurs, les gardiens, etc. Il y a un autre syndicat qui ne regroupe que les agents de programme, les journalistes et les techniciens. Le bureau du syndicat est d'ailleurs composé pour l'essentiel d'agents évoluant dans les stations régionales, une toute nouvelle structure syndicale au sein de la RTS qui engage ainsi la bataille pour le compte de tous les agents de la boîte. Retour ici à Dakar, les travaux du Dak Tower officiellement lancés. Ce projet porté par des promoteurs étrangers verra le jour sur le site de l'ancien ministère des Transports et des Infrastructures. D'après le président Macky Sall qui a procédé à la pose de la première pierre, les travaux de construction vont générer 2000 emplois. Le reportage d'Aminata Mbaresso et Maud Diop. Voici ce que devrait être la tour de Dakar. Cette vidéo projetée pour quelques minutes donne déjà une idée sur l'ambition des concepteurs de cette tour. Ce Dak Tower se compose de 3 bâtiments, à savoir 22 mètres de hauteur, qui va surplomber Dakar avec une belle vue sur l'océan. Conçue sur 180 000 mètres carrés, la tour de Dakar devrait participer à rendre plus attractive la destination Sénégal. Et c'est un projet structurant que je soutiens, un projet qui donnera un visage nouveau à Dakar, puisque pour l'instant ça va être la tour la plus importante,
en attendant d'autres tours de dimensions similaires. Et donc cela était important. J'aurais souhaité simplement qu'aux côtés des partenaires américains, chinois et canadiens, qu'il y ait quand même des partenaires sénégalais avec vous. Fruit d'investisseurs chinois, canadiens et américains, la Tour de Dakar devrait être également une opportunité d'affaires, mais aussi une opportunité d'emploi, surtout pour les jeunes de Rebeuss, quartier dans lequel la tour sera construite. Que ce travail va générer, vous l'avez dit, 2000 emplois au moins pendant la phase de construction. Et c'est un investissement de 200 millions de dollars à la fin de 3 tours. C'est donc extrêmement important comme investissement direct étranger. La pose de la première pierre marque ainsi le début des travaux, un nouveau départ, une nouvelle image, une nouvelle configuration dans cette partie de la capitale sénégalaise. Et le président de la République est revenu sur les stratégies mises en place afin que le Dak Tower voie le jour. Il faut rappeler que le stade Assane Diouf a été choisi initialement pour abriter le projet. Le président Macky Sall avec Aminata Mbaré Sow. Jusqu'à mon accession à la magistrature suprême, j'avais trouvé déjà le projet qui était inscrit pour être réalisé sur l'emplacement du stade Assane Diouf. Nous avons connu beaucoup de difficultés et de péripéties. Finalement, par votre compréhension et votre respect du pays partenaire, vous avez accepté les solutions qui vous ont été présentées. Ces solutions ont permis de reprendre 1,5 hectare sur le terrain qui constituait le stade, qui faisait 2,5 hectares. Et sur cette emprise, l'État a repris 1,5 hectare en donnant 5000 m², soit la moitié de l'hectare, pour l'extension de la mosquée omarienne, et 1 hectare à la commune de Dakar Plateau pour servir de terrain de football avec des commodités, évidemment, pour la jeunesse de Dakar Plateau et plus particulièrement la jeunesse de Rebeuss. Et nous vous lisons ce communiqué du ministère de l'Intérieur relatif à la situation pandémique face à la recrudescence de la pandémie à coronavirus. Le ministre de l'Intérieur tient à rappeler aux populations que l'arrêté numéro 17602 du 29 avril 2021 prescrivant le port obligatoire du masque de protection dans les lieux publics et privés reste toujours en vigueur. Par conséquent, sur l'ensemble du territoire national, le port de masque de protection demeure obligatoire dans les lieux publics et privés ci-après. La voie publique, les services de l'administration publique, quel qu'en soit le mode de gestion, les services du secteur privé, les lieux de commerce, les moyens de transport public, les moyens de transport privé transportant au moins 2 personnes. Le ministre de l'Intérieur invite les populations à se conformer à ces mesures et rappelle que le non-respect de celles-ci expose les contrevenants aux sanctions prévues par les lois et règlements. C'était donc le communiqué du ministère de l'Intérieur. Sipo, un petit village insulaire de la commune de Toubacouta, rendu très célèbre par sa reine. Âgée de 95 ans, Fatou Mané a beaucoup contribué au rayonnement de la culture et du tourisme dans le delta du Saloum. Et pour une première, une cérémonie d'hommage lui est dédiée. Le reportage d'Abdou Karim Bey et Aminata Goudiabi à Sipo, donc dans la commune de Toubacouta. Une cérémonie d'hommage pleine d'émotions et très riche en couleurs. Chorégraphes, comédiens, stylistes ont combiné leur savoir-faire pour honorer la reine de Sipo. La reine de Sipo, c'est une dame emblématique, que c'est une personnalité qu'on devait honorer. Vu son âge et tout ce qu'elle a eu comme de la teranga sénégalaise, je pense qu'elle symbolise toute la teranga sénégalaise parce qu'elle a le sens de l'accueil. Par rapport à toutes ces actions
Donc je pense qu'elle mérite cet hommage. La reine de Sipo, Fatou Mané, âgée de plus de 95 ans, a beaucoup rendu service à la culture et au tourisme dans tout le Niombatou de façon générale. Elle doit donc être classée trésor humain vivant. C'est un patrimoine culturel. Je demande, monsieur le préfet, qu'on classe cette reine-là parmi les trésors humain vivant, parce que c'est plus quand même adapté. La reine de Sipo est un trésor humain vivant. Et rappelez aussi que ce delta du Saloum là, on ne peut pas faire la promotion sans la reine de Sipo. Mais déjà, son cadre de vie a été amélioré. Un bâtiment a été réalisé sur la cour royale par l'association Pensée d'ailleurs. C'était pas quelque chose de prémédité. À la suite de visites régulières que je faisais, donc je me suis rendu compte qu'on pouvait améliorer son cadre de vie, surtout l'espace d'accueil, parce que quand on venait avec des groupes de 30 à 40 personnes, on n'arrivait pas à tenir dans sa petite chambre. La reine Fatou Mané a rendu célèbre cette île de Sipo que les touristes visitent régulièrement et ceci participe au rayonnement du tourisme dans le Sine Saloum. Nous avons accompagné Madame Sow avec son association, puisque simplement, comme dans notre mission, c'est de faire des repérages sur les différents sites touristiques, notre rôle c'est de développer le produit, mais surtout de veiller un peu à l'amélioration de la qualité du produit. C'est la première édition de Sargal de la reine de Sipo. Acteurs culturels et autorités administratives de l'arrondissement de Toubacouta plaident pour la pérennisation de cet événement culturel. Nous ouvrons la page des sports avec du football. Les associations européennes Nesplay et United for Football sont actuellement au Sénégal. Elles veulent notamment participer au développement de la préformation en octroyant du matériel. Une formation d'une dizaine de jours aux éducateurs est aussi prévue. Le reportage de Chersad Boudjara et Amadouba. Des jeunes footballeurs sénégalais appuyés avec des lots de matériel. Leurs éducateurs qui bénéficient d'une formation de 10 jours. C'est le projet que réalisent actuellement au Sénégal les associations européennes Nesplay et United for Football. Un beau projet où les jeunes ici peuvent profiter d'avoir cette expérience et de collaborer avec le monde professionnel pour aider aussi les éducateurs, pour leur montrer, pas pour leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire, mais pour leur montrer comment on travaille. En France, en Europe, en Italie, lui, c'est un coach aussi qui vient d'Udinese, comment il travaille aussi, de faire cette expertise. Et les éducateurs locaux peuvent en profiter, quoi. L'objectif est d'aider les jeunes talents sénégalais à développer leurs aptitudes. Ce projet est basé pour aider des enfants au Sénégal qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que nous en Europe. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce pays qui est extrêmement orienté vers le football et qui va bénéficier de ces services beaucoup plus que nous en Europe. On peut voir vraiment de très grandes qualités techniques et ils ont vraiment envie d'apprendre. Et donc ça nous fait beaucoup plaisir de pouvoir prendre plein de matériel qu'on va donner aux enfants. Nous avons aussi des ballons, des chasubles pour organiser les entraînements. Les entraîneurs vont pour leur part acquérir de nouvelles méthodologies de travail. Nous élaborons les menus des entraînements en fonction des déficits. La didactique, très importante, va être le thème principal. Elle est primordiale chez les tout-petits qui cherchent plus le plaisir avant toute autre chose. C'est pourquoi il faut vraiment être méthodique. La préformation des footballeurs, naguère pas très prise au sérieux au Sénégal, connaît un net regain d'intérêt. Et des collaborations avec les Européens ne peuvent qu'aider à son développement. Et on reste avec vous, cher Sad Boudjara, pour le round-up de l'actualité sportive. Le stade de Mbour et Niaritali relégué en Ligue 2. Djamba, représentant du Sénégal à la Coupe CAF à l'issue de la dernière journée de Ligue 1. Les Lions locaux en quête d'exploit en finale de la COSAFA Cup ce dimanche. Et la CAF d'accord pour l'organisation de la Coupe du Monde de football tous les 2 ans. Pour commencer, rideau sur la Ligue 1. Après la 26e et dernière journée, jouée ce samedi avec plein d'enseignements, l'US Gorée décroche son maintien en battant le stade de Mbour 1-0. Sa victime du jour est par contre reléguée en Ligue 2 en compagnie de Niaritali, dominé par l'ASC Jaraaf 1-0 dans un match interrompu après l'ouverture du score par des jets de pierre. En haut du tableau, Djambar de Sali termine finalement dauphin du champion Teungueth FC. Grâce à leur victoire 3-0 face au CNEPS Excellence de Thiès, les académiciens compostent le ticket de représentant du Sénégal à la Coupe CAF.
Le rang de meilleure attaque du championnat avec 37 buts a permis de coiffer au poteau Génération Foot. Les pensionnaires de l'académie de Denis Biramdao peuvent se consoler avec le titre de meilleur buteur remporté par un des leurs, Jean-Louis Barthélémy Diouf, 12 buts. L'équipe nationale locale défie l'Afrique du Sud ce dimanche à 11h30 à la finale de la COSAFA Cup. Les Lions, simples invités de la compétition de l'Afrique australe, peuvent recevoir en cas de victoire, outre le trophée, la somme de 19 millions de francs CFA. En cas de défaite, les protégés de Koto vont se contenter de 9 millions de francs CFA. En attendant, la finale de la Ligue africaine des champions se joue en ce moment au complexe sportif Mohamed V de Casablanca. Elle oppose Al Ahly d'Égypte aux Kaizer Chiefs de l'Afrique du Sud, les Égyptiens détenteurs du trophée et qui visent un 10e sac dans cette compétition, partent largement favoris. À côté, la Confédération africaine de football, par le biais de son comité exécutif, a pris des décisions annoncées à l'issue de sa réunion au Maroc. La périodicité de la CAN est maintenue à 2 ans, celle du CHAN est désormais à 3 ans. L'équipe de Motsepe confirme également sa décision de mettre en place une Super League qui va réunir les meilleurs clubs du continent. Le Mauritanien Ahmed Yahya, vice-président de l'instance confédérale, est chargé de la création de cette ligue qui intéresse déjà les diffuseurs. La CAF donne aussi son accord pour l'organisation de la Coupe du monde de football tous les 2 ans au lieu de 4. Elle estime qu'elle pourrait être bénéfique pour l'Afrique. Merci cher Sadibou Diarra et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur la TFM pour la suite des programmes. Excellente soirée à tous. Au revoir.